À l'occasion de la sortie de l'ouvrage Stigmatiser, discours médiatique et normes sociales aux éditions Le Bordelot, une conférence-débat a été organisée le 23 octobre 2020 afin de présenter l'ouvrage. Dans un premier temps, ce sont les coordinateurs eux-mêmes, Maël Bazin, Frédéric Lambert et Giuseppina Sapio, qui ont présenté brièvement le contenu. Conçu comme une réflexion collective, cet ouvrage est le fruit d'un échange mené au sein du Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias et concrétisé sous la forme de 2 journées d'études en 2017, lors desquelles les participants ont interrogé les processus et les procédés de stigmatisation et de résistance au sein des arènes médiatiques, et ce dans la continuité des travaux d'Erving Goffman et de Judith Butler. La question centrale pourrait ainsi être formulée de la façon suivante: comment les médias construisent, supportent et véhiculent un champ sémantique et ou une iconographie de la stigmatisation, tout en se constituant parfois comme des lieux de résistance. Pour y répondre, l'ouvrage croise les apports de la sociologie, de la sémiologie, des sciences du langage, de l'histoire, du droit, de la philosophie et de l'esthétique. Les auteurs convoquent des objets médiatiques divers à partir de terrains nationaux et internationaux, esquissant un panorama des pratiques médiatiques qui engagent la stigmatisation et les stratégies de résistance mises en place, à la télévision, dans la presse, dans les forums en ligne et les réseaux sociaux, au cinéma, dans les productions artistiques, dans la littérature pamphlétaire. Suite à la présentation de l'ouvrage par les coordinateurs, 2 chercheurs invités, Alexandra Samer, professeure en sciences de l'information et de la communication, et Philippe Blanchet, professeur en sociolinguistique, ont donné leur propre lecture de cet ouvrage en établissant des ponts avec leurs travaux de recherche respectifs. Écoutez, d'abord, merci beaucoup à vous de me donner l'occasion de ce dialogue, de cet échange et puis de l'intérêt que vous avez manifesté pour mon travail. Alors, j'ai juste un petit complément. Effectivement, mon livre a été, hélas, et tant mieux, rapidement épuisé. Et du coup, il a été réédité depuis un an par les éditions Lambert Lucas, qui est un éditeur spécialiste en sciences du langage. Donc, si jamais vous le cherchez, et du coup, je l'ai mis à jour parce qu'entre-temps, des choses avaient changé, y compris dans le code pénal français sur les discriminations linguistiques. Et voilà, si jamais vous cherchez l'ouvrage, vous pouvez toujours rendre service à un courageux éditeur scientifique en collaborant à son action. Voilà, alors vous avez eu la gentillesse de m'inviter, j'ai regardé nos premiers échanges, à mettre en dialogue cet ouvrage et l'ensemble de ses travaux sur les processus, d'où le verbe, de stigmatisation et notamment les interactions de ce processus avec les discours médiatiques et les normes sociales. Donc de mettre cet ouvrage en dialogue avec mon travail justement sur ces discriminations glottophobes. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, ce qui fait que je vais beaucoup moins m'appuyer sur le contenu détaillé des chapitres de cet ouvrage que l'a fait ma collègue juste avant, et tant mieux qu'elle l'ait fait, du coup, ça se complète bien, et que je vais plutôt essayer de voir comment, enfin, ce que cet ouvrage a apporté à ma réflexion, puisque finalement c'est ça, le bonheur de lire un livre, c'est d'y apprendre des choses et de réfléchir à nouveau, ce que ça a apporté à ma réflexion sur les discriminations à prétexte linguistique que j'ai donc proposé d'appeler glottophobie. Alors, d'abord, juste pour rappeler d'où je pars, parce que effectivement, du coup, tout le monde est pas forcément lecteur ou lectrice de mon travail sur la glottophobie. Je pars de la conceptualisation de l'existence de discrimination à prétexte linguistique que nous avons élaboré avec mes collègues dans mon équipe de recherche depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, et de disons, la recherche de critères qui nous ont permis d'établir qu'il y a bien quelque chose qu'on peut considérer comme des discriminations à prétexte linguistique. Donc, il fallait pouvoir définir aussi ce qu'on appelle discrimination. Et du coup, je vais repartir de là parce que c'est à ce processus de mise en place des discriminations que m'a convié à réfléchir à nouveau cet ouvrage et à mieux, disons, à clarifier la place du processus de stigmatisation dans le processus de discrimination. Et je vous en remercie beaucoup parce qu'on m'a souvent interrogé sur mais oui, mais si on se moque de quelqu'un à cause de sa langue ou de son accent, etc., est-ce que c'est de la discrimination ou pas? Donc c'est une question qui a souvent été posée, y compris par des journalistes, etc., par des non-spécialistes, qui prouvent que la question vient assez spontanément à l'esprit des gens. Et finalement, jusqu'à présent, j'avais des choses à répondre à ça, heureusement, mais grâce à la lecture de cet ouvrage, je pense que je pourrais répondre plus précisément à ces questions, à ces interpellations. Alors d'abord, discrimination,
Pour moi, pour moi et tout le collectif qui a contribué, hein, l'idée c'était de vérifier si traiter quelqu'un différemment au prétexte de ses pratiques linguistiques, ça pouvait être considéré comme une discrimination, puisque le début de la définition d'une discrimination, que ça soit dans les ouvrages de sciences humaines et sociales ou dans les textes juridiques, puisque c'est une notion juridique, hein, la discrimination, c'est toujours le fait de traiter des personnes de façon différente. Hein. Alors, on parle de traitement disparitaire, de traitement inégal, mais c'est le traitement différencié de personnes ou de groupes avec un motif. Donc, il fallait vérifier s'il y avait bien un traitement différent de gens avec un motif que moi j'appelle un prétexte linguistique, et si ce prétexte-là pouvait entrer dans les prétextes qui n'étaient pas acceptables et donc qui fondaient le fait qu'il s'agissait bien d'une discrimination, c'est-à-dire d'une différenciation qui n'était pas acceptable, alors que d'autres différenciations peuvent être acceptables. Pour ça, en gros, on a établi deux grands types de critères, des critères d'illégitimité et des critères d'illégalité. Avec l'idée que les prétextes linguistiques à traiter les gens différemment peuvent être considérés comme illégitimes pour une série de raisons et qu'ils sont aussi, et là c'est pas nous qui le considérons, nous faisons que le constater, que l'observer, qui sont aussi considérés comme illégaux dans toute une série de textes qui constituent un appareil juridique national et international. Alors je ne vais pas entrer dans le détail là, peut-être on y reviendra si jamais c'était nécessaire, mais l'idée ça a donc été de répondre oui à cette double question. Oui, il est illégitime de traiter les gens différemment au prétexte de leur pratique linguistique. Pour faire très court, parce que les ressources linguistiques d'une personne font partie des attributs catégoriels de cette personne, de ce qui définit cette personne, que c'est pas quelque chose qui est extérieur à l'individu, comme le serait le fait d'utiliser un outil technique. C'est pas un outil technique extérieur à l'individu humain et social, c'est constitutif de l'humanité, de la sociabilité des personnes et des groupes. Et que donc, puisque les gens sont faits de ça, ça consiste à refuser les personnes dans leur entièreté d'une certaine façon que de les refuser au prétexte qu'elles s'expriment avec une certaine langue ou une certaine variété en utilisant certaines variations. Et puis, critère d'illégitimité, on a évidemment très vite constaté que, d'une certaine façon, un peu à notre grande surprise, parce que du point de vue de gens qui vivent en France, ça paraissait pas évident du tout, les discriminations à prétexte linguistique sont systématiquement présentes et interdites dans tous les textes de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, les textes concernant ce qu'on appelle globalement les droits humains, qu'il s'agisse de textes internationaux, qu'il s'agisse, par exemple, proposés par l'ONU, par le Conseil de l'Europe ou par l'Union européenne, ou qu'il s'agisse de toute une série de textes dits nationaux dans certains États, y compris dans une partie de la législation française d'ailleurs, mais c'était pas si clair que ça jusqu'à ce que fin 2016, l'article 225 du Code pénal qui en France interdit les discriminations soit modifié pour y ajouter les discriminations à prétexte linguistique avec une formulation un peu alambiquée liée à l'idéologie linguistique française qui fait qu'on peut difficilement parler de ces questions-là, mais qui aboutit quand même bien au fait qu'on ne peut pas traiter différemment une personne au prétexte qu'elle s'exprime dans une autre langue que le français. Reste la question des variations du français qui n'est pas tout à fait claire, encore que des juristes spécialistes de la question qu'on a consultés considèrent que puisque les façons de parler le français sont des marqueurs d'origine sociale ou géographique ou autre, ça entre dans les discriminations à l'origine que de refuser d'embaucher quelqu'un, par exemple, au prétexte de sa prononciation, ce qu'on appelle ordinairement son accent, quand cette personne s'exprime en français. Donc on a établi qu'il s'agit bien d'une discrimination à prétexte linguistique et qu'en tant que discrimination, elle est illégitime et en grande partie illégale. Après, la question, c'était de comprendre comment se met en place cette discrimination et dans certaines sociétés, dont la société française, qui est celle dans laquelle on vit et donc qu'on peut observer au plus près, comment ça peut se mettre en place et d'une certaine façon, comment ça peut se généraliser au point que ça finit par être accepté comme une norme sociale et qu'on a pu parler, c'est un terme que j'ai employé, de glottophobie institutionnalisée, c'est-à-dire normaliser, entrer dans les normes sociales avec l'idée qu'il est non pas illégal et illégitime, mais qu'il serait légal et qu'il serait légitime
de traiter les gens différemment à cause de la langue qu'un groupe emploie, qui serait une autre langue que le français, ou qu'une façon normative standard de référence de parler le français. Comment s'est mis en place ce mécanisme-là. Et c'est là que vos travaux sur la stigmatisation ont continué à éclairer notre réflexion, en tout cas ma réflexion grâce à vous et à la lecture de ce livre que vous m'avez proposé. Parce que, bon, alors voilà, je vous dis comment ça s'est passé, je vous raconte un peu le cheminement de la pensée. Pour comprendre la mise en place des discriminations, moi j'aime bien utiliser, c'est d'ailleurs ce que j'emploie dans mes cours à l'université, l'analyse du processus qui a été proposé par Pierre Thévagnan dans un ouvrage qui s'appelle La mécanique raciste, que vous connaissez peut-être, qui est un ouvrage dans lequel, bon, Pierre Thévagnan est philosophe, c'est aussi quelqu'un qui est très engagé politiquement, contre toute une série d'injustices et d'inégalités, dont les discriminations. C'est d'ailleurs l'un des deux fondateurs et animateurs du site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les mots sont importants, avec Sylvie Tissot. Et donc Pierre Thévagnan a écrit cet ouvrage, La mécanique raciste, dans laquelle, à partir d'un cadre philosophique, puisque au départ il est philosophe, qui est celui de Deleuze et Guattari, il propose, disons, de typifier le processus, si vous voulez, en disant, voilà, ça passe par les étapes suivantes. Alors je vous dis les étapes en question. La première chose, c'est la volonté de différencier des personnes ou un groupe de personnes en identifiant ou en construisant un trait qui les caractériserait. Et vous voyez que je parle évidemment tout exprès au conditionnel. Donc, un phénomène de différenciation fondé sur un trait choisi pour cela. La deuxième étape, c'est la péjoration du trait, c'est-à-dire le fait de constituer ce trait justement en stigmate, hein, de faire de ce trait un stigmate, c'est-à-dire une caractéristique qui est chargée de connotations péjoratives. La troisième étape, ça consiste à mettre en place la stigmatisation, c'est-à-dire à identifier, traiter différemment, commencer à traiter différemment les personnes au prétexte qu'elles seraient porteuses de ce trait qui est considéré comme un stigmate. L'étape suivante, c'est la stéréotypification sur la base du stigmate, c'est-à-dire l'idée, une forme d'essentialisation, hein, l'idée que les personnes ou appartenant à un certain groupe sont toutes porteuses de ce trait qui est un stigmate, ce qui aboutit à une discrimination, puisque du coup, on va considérer que les personnes porteuses de ce stigmate doivent être traitées différemment, puisque ce stigmate est une mauvaise chose. Reste, une fois qu'on met en place des processus de discrimination, à faire accepter la discrimination, et pour la faire accepter, il faut la légitimer. Et la légitimation de la discrimination passe par la mise en place d'une domination qui permet d'imposer la discrimination. Il faut être du côté d'un groupe qui a le pouvoir d'imposer la discrimination. Et au-delà de la domination, de passer à l'hégémonie. Alors, j'utilise moi aussi la notion d'hégémonie d'Antonio Gramsci, qui a été importée en sociolinguistique par un sociolinguiste corse récemment décédé qui s'appelait Marcellesi. Et donc, on utilise la notion d'hégémonie de Gramsci, c'est-à-dire l'idée que par un processus notamment d'éducation, de diffusion massive d'un discours de discrimination ou d'un discours d'idéologie en général, ça ne porte pas forcément une discrimination, on fait accepter la domination par les dominés, de telle sorte que cette domination ne soit plus perçue comme une domination, mais comme l'ordre naturel des choses. Et du coup, on conduit les victimes des discriminations, en l'occurrence, les victimes des dominations en général, non seulement à accepter la domination comme un état naturel des choses, mais même à y collaborer, ce qui peut aboutir à des phénomènes d'auto-stigmatisation. Qu'en sociolinguistique, on a beaucoup analysé avec la notion de haine de soi, hein, qui a été développée en sociolinguistique, pour essayer de comprendre comment des gens pouvaient accepter de renoncer à leur propre langue et d'en adopter une autre, hein, avec l'idée que pour renoncer à cette langue, il fallait que eux-mêmes s'auto-stigmatisent comme locuteurs et locutrices de cette langue, et donc qu'ils considèrent comme d'une certaine façon pour eux un progrès social
sociolinguistique que d'adopter une autre langue ou une autre façon de parler une langue à la place de la leur. Et ce processus me paraît intéressant parce qu'il montre la place de la stigmatisation dans la construction des discriminations. D'une certaine façon, moi, j'en suis aujourd'hui à me dire que la discrimination, la mise en place de la discrimination effective, c'est-à-dire le fait qu'une personne ou un groupe soit effectivement traité d'une façon différente d'autres personnes ou d'autres groupes, dans l'accès à des ressources, dans l'accès à des droits, ces discriminations sont au fond l'aboutissement, la mise en œuvre concrète du processus de stigmatisation. Et que toute discrimination s'appuie sur un phénomène de stigmatisation. Mais que toute stigmatisation n'aboutit pas forcément à la mise en œuvre concrète d'une discrimination. D'où le fait que, par exemple, se soit souvent posé la question à propos des choses sur lesquelles je travaille, de savoir si oui, mais quand on se moque des gens à cause de leur accent, est-ce que c'est de la glottophobie? Alors, maintenant, je peux répondre de façon peut-être un peu plus claire, grâce à vous qui m'avez éclairé là-dessus. Oui, c'est une stigmatisation glottophobe, mais ce n'est pas encore une discrimination glottophobe. Ça sera une discrimination glottophobe si cette personne, vous lui refusez un emploi, si vous lui refusez l'exercice d'un droit, y compris l'exercice de sa profession, comme cette malheureuse journaliste de France 3 Toulouse qui n'avait pas pu poser ses questions à Mélenchon dans le hall de l'Assemblée nationale, si vous lui refusez effectivement, concrètement, l'exercice de son travail, alors que vous l'acceptez de la part d'autres personnes. Alors là, vous passez de la stigmatisation qui va se manifester, par exemple, par des moqueries, par des injures, par du mépris, à la discrimination qui, elle, est d'une certaine façon concrètement mesurable, entre guillemets, objectivable, parce qu'il y a une conséquence sociale manifeste dans l'accès à un lieu, l'accès à une ressource, l'accès à un droit. Et du coup, vous voyez bien que ça renvoie à la question des normes sociales que vous avez traitées. Le processus de mise en place d'une hégémonie, au fond, on pourrait le reformuler de la façon suivante, là aussi toujours pour dialoguer avec votre ouvrage, on pourrait dire que mettre en place une hégémonie, c'est faire entrer dans les normes sociales un choix idéologique, éventuellement illégitime et qu'on pourrait même considérer comme illégal, de telle sorte qu'on puisse mettre en place une discrimination et faire fonctionner une stigmatisation sans que ça soit perçu comme quelque chose d'illégitime et que ça soit du coup transformé en quelque chose d'illégal. Pour terminer, deux petites choses. Oui, je vais rester dans mes 20 minutes, ça va être parfait. Deux petites choses. La première, c'est la question des médias. Puisque vous avez aussi beaucoup analysé les processus de stigmatisation dans les discours médiatiques dans votre ouvrage. Alors c'est un point sur lequel j'ai été beaucoup interrogé, y compris par des acteurs du monde médiatique. Je pense notamment à des journalistes où chaque année, plusieurs fois par an, il y a des élèves dans des écoles de journalisme qui entrent en contact avec moi pour réfléchir à la question de pratiques glottophobes éventuelles dans leur milieu professionnel. Effectivement, et je leur réponds toujours, oui, bien sûr, manifestement, les médias, et surtout les médias audio et les médias audiovisuels, parce que la langue, il y a une présence orale, mais c'est vrai aussi dans les médias écrits, de façon peut-être un peu moindre ou un peu moins visible. Les médias jouent un rôle dans la mise en place des hégémonies, et en l'occurrence, d'hégémonie de la discrimination et de la stigmatisation glottophobe. Et ils le font d'une façon d'autant plus redoutable qu'ils le font à deux niveaux en même temps, c'est-à-dire qu'ils le font à la fois par les messages qu'ils transmettent et qu'ils transportent, qui continuent à convaincre les gens que être glottophobe, c'est normal, qu'une société est normalement glottophobe, en continuant à tenir des propos qui stigmatisent les formes de paroles utilisées par les uns et par les autres, ou par les formes d'écriture utilisées par les uns, les unes et les autres. Donc là, on est au fond dans la circulation habituelle des discours. Mais dans les médias, puisque ce qui fait les médias, c'est aussi le matériau linguistique qui est constitutif des médias,
la diffusion, la dispersion des stigmatisations et des discriminations glottophobes se fait aussi par les formes qui sont choisies. C'est-à-dire, c'est pas seulement, pour le dire autrement, par ce que les médias disent, c'est aussi par les ressources linguistiques qu'ils utilisent pour le dire. Parce que en donnant comme modèle permanent, par exemple, d'usage du français, un français plutôt proche d'une norme standardisée, qui en gros a pour fondement les pratiques il y a quelques générations de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie parisienne, en donnant ça comme mode à peu près unique d'expression, il contribue évidemment à renforcer l'idée qu'il y a une hiérarchisation possible et que ces formes de langue sont légitimes et que d'autres formes de langue ne le sont pas. Quand vous entendez des journalistes qui s'évertuent à multiplier les liaisons non obligatoires, y compris de façon non enchaînée, vous voyez bien le modèle de rapport à la langue et notamment à la langue écrite qu'il propose implicitement, sans avoir à le dire que c'est un modèle. Quand on sous-titre à la télévision quelqu'un qui parle français avec une prononciation et éventuellement quelques mots locaux, sénégalais, algériens, méridionaux, marseillais, ch'timi ou du monde rural, même pas très loin de Paris, évidemment, le simple fait de sous-titrer, ça veut dire cette personne, ce qu'elle parle, c'est pas du français, puisqu'on est obligé de vous le traduire en français. Et donc, par les formes linguistiques même qu'utilisent les médias, notamment les médias audiovisuels, mais pas seulement, c'est vrai aussi à l'écrit, bien sûr, les médias contribuent à diffuser, à légitimer, à banaliser, à faire entrer dans les normes sociales, voilà, mon temps est terminé, ces stigmatisations et ces discriminations glottophobes. Et puis une dernière petite chose du coup pour conclure, bon moi mon travail, mon histoire de vie aussi, et puis mon travail, ma spécialisation en sciences du langage, en sociolinguistique m'ont conduit à braquer le projecteur ou à braquer le zoom de mon appareil photo, de ma caméra sur les questions langagières, on va dire. Mais je voudrais attirer l'attention, si c'est encore nécessaire, sur le fait que les stigmatisations et les discriminations sont la plupart du temps cumulées. C'est-à-dire que c'est au nom de prétextes multiples et rarement uniques que des personnes sont stigmatisées et discriminées. C'est à la fois parce que vous ne parlez pas français ou vous parlez français d'une certaine façon, parce que vous êtes une femme, parce que votre peau est de telle couleur, parce que vous êtes de telle origine, que vous êtes stigmatisé et discriminé, parce que ces traits, je reviens à la mécanique raciste de Thévanian, ces traits qui ont été identifiés pour vous traiter différemment, ont été identifiés de points de vue différents, mais ils portent tous sur les mêmes personnes et sur les mêmes groupes. Donc, je pense qu'il faut être très attentif à la question du cumul des stigmatisations et des discriminations, et attentif aussi au fait, moi je tiens beaucoup à ça, qu'on ne peut pas, en tout cas on ne doit pas, je tiens volontiers un discours axiologique puisque c'est un combat pour moi, hiérarchiser les stigmatisations et les discriminations. Stigmatiser des personnes ou des groupes en utilisant un trait qui est illégitime, inacceptable, injuste, et mettre ça en œuvre sous la forme d'une discrimination, au fond, c'est toujours le même processus, ça aboutit toujours au même résultat d'un traitement différencié, injuste et inégal, inacceptable des personnes, quel que soit le prétexte. Que ce soit la couleur de la peau, l'appartenance religieuse, les opinions syndicales, la langue qu'on parle, l'accent qu'on a, le genre, les orientations sexuelles, enfin vous savez bien tout ça, hein, il y en a 27 désormais dans le code pénal, quel que soit le ou les prétextes qui sont utilisés, c'est le même processus qui est à l'œuvre, c'est les mêmes conséquences à la fois sur l'organisation de la société, hélas, et sur ce que vivent les victimes de ces discriminations et de ces stigmatisations. Voilà toutes les bonnes choses, en tout cas de mon point de vue, que votre livre m'a inspiré. Je vous en remercie vraiment beaucoup.